la une ce mardi, 34 morts, 91 blessés. Le bilan des attentats terroristes de Belgique ne cesse d'évoluer. Double explosion ce matin à l'aéroport de Bruxelles et une autre explosion dans une station de métro. Un conseil national de sécurité doit se tenir cet après-midi. En Côte d'Ivoire, 9 jours après l'attaque de Grand Bassam, le chef de l'État reçoit une délégation libanaise. Le Liban est venu apporter son soutien au pays et affirmer toute sa volonté de prendre une part active à la lutte contre le terrorisme. Le président du Ghana est lui aussi venu signifier toute sa sympathie à la Côte d'Ivoire. John Dramani Mahama est arrivé à Abidjan ce matin aux environs de 9h30. Il prend également part à l'Africa CO Forum. Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de 13h. La journée a très mal commencé pour les Belges. Triple explosion ce matin en Belgique. L'aéroport de Bruxelles et une station de métro proche des institutions européennes ont été visées. 34 morts et 91 blessés à l'aéroport et dans la station de métro selon les derniers bilans. L'aéroport a été évacué et fermé jusqu'à nouvel ordre. La station de métro également. Et il est recommandé à toute la population d'éviter des déplacements. La capitale malienne a également été la cible d'une attaque hier soir. Des hommes armés ont attaqué un camp d'entraînement militaire de l'UE en plein cœur de Bamako. Un assaillant a été tué et 2 suspects ont été arrêtés. Si l'attaque n'a pas été revendiquée, l'armée malienne parle déjà d'une attaque terroriste 4 mois après celle du Radisson Blu Hotel. La Côte d'Ivoire, quant à elle, se remet peu à peu de l'attaque du 13 mars. On note l'arrivée ce matin du président ghanéen à Abidjan. Il vient participer à l'Africa CO Forum. En marge de ce rendez-vous de référence des géants de l'économie sur le continent, le président John Dramani Mahama est venu saluer son homologue ivoirien. Il a tenu à apporter son soutien et celui de son peuple à la Côte d'Ivoire tout entière après l'attaque de Grand Bassam qui a endeuillé le pays. Il s'agit aussi pour les deux présidents de coordonner les actions de lutte contre le terrorisme au niveau de la CEDEAO. On va donc écouter le président du Ghana dès son arrivée ce matin sur le sol ivoirien. Je suis venu visiter mon frère, comme vous le savez. Déjà, j'avais envoyé une délégation pour le visiter suite à l'événement triste qui s'est passé à Grand Bassam pour présenter la solidarité et la compassion de notre pays, le peuple de la Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont les mêmes personnes et nous partageons beaucoup de choses ensemble. Nous avons aussi échangé sur la sécurité de la sous-région. Vous voyez, la CEDEAO a adopté plusieurs protocoles sur la sécurité. Donc nous avons échangé comment nous pouvons garder cette intégration que nous voulons faire en tant que pays membre de la sous-région. Mais en même temps, il faut savoir comment aussi être plus en vigilance pour ce type d'événements. Donc nous allons voir comment nous voulons partager l'intelligence sur la sécurité et comment nous pouvons aussi faire la coopération, l'intégration de notre pays. Comment évolue l'enquête après la tuerie de Grand Bassam? Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le procureur de la République seront face à la presse aujourd'hui pour répondre à la question. Et 9 jours après cette attaque terroriste de Grand Bassam, les populations reprennent leur quotidien. Les artisans refusent de baisser les bras. Ils continuent leurs activités aux abords des plages. Mamadou Kwasi. Ces femmes sur la plage de Grand Bassam sont des commerçants d'objets d'art et autres articles en ces lieux. Victimes de la récente attaque, elles sont revenues une semaine après pour planifier la reprise de leurs activités, car nombreuses sont celles qui ont tout perdu. Pour Mawa Irielou, président de cette organisation de femmes, il faut se donner des idées, une façon de s'encourager pour la poursuite de leurs activités. Depuis les événements, il y a d'autres qui ont peur de sortir. D'autres sont actuellement en pleurs même à la maison parce que nous avons tout perdu. Donc j'étais en train de leur dire d'être forte, de ne pas se laisser abattre. Si nous ne sortons pas maintenant pour venir sur la plage, ce n'est pas demain on va le faire. Si on reste à la maison, la peur va nous envahir et on ne pourra pas sortir. Pour vaincre la peur en elles, ces femmes commerçantes de la plage de Grand Bassam ont un cri d'encouragement. À côté de ces femmes,
Des commerces ont ouvert sur la plage pour la première fois depuis le 13 mars 2016. C'est aujourd'hui on a eu le courage d'ouvrir parce que la motivation que le président nous a donnée toute la semaine, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on a eu le courage de venir. On dit bon, on ne peut pas rester tranquille à la maison comme ça. Lui il est venu donner le courage. Il faut que nous aussi on ait le courage et donner le courage à ceux qui sont ailleurs pour venir aussi. Nous sommes venus voir un peu sur l'état des lieux pour essayer d'arranger un peu tout ce que nous avons laissé derrière nous ici. Puis bon, on espère que la clientèle va venir. On doit montrer aux yeux des gens que nous on est debout, on n'a pas peur, on doit venir ouvrir. Parce que si les clients viennent, qu'il n'y a personne, ils auront peur. Si c'est des ils auront peur. Donc nous on doit donner la force aux clients maintenant de venir sur la plage. Pendant ce temps, les vendeurs ambulants parcourent le long de la plage pour proposer leurs marchandises à la clientèle. Pour Abdoul Ndiaye et ses camarades, pas de place à la peur, mais il faut reprendre les activités pour subvenir aux besoins des familles, mais aussi pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Oui, je suis revenu pour voir un peu. Mais voilà, tu vois la situation, c'est pas facile. Mais on essaye de faire tout le possible avec le courage. Ici, on allait promener ici un peu à la plage, c'est calme, il y a des sécurités, donc les clients, il y a un qui est venu, ils sont là, on est très contents. Il y a la sécurité, il n'y a rien à craindre. On n'a pas peur, on va visiter la plage, voir comment c'est beau ici, et voilà. Il faut bien se balader, il faut bien visiter. Pour cette journée, les activités suivent leur cours normal en ville comme en bordure de mer à Bassam. Une façon de dire que Bassam reste debout et qu'à Bassam, on n'a pas peur. À San Pedro, dans le sud-ouest du pays, les plages sont aussi à nouveau fréquentées. La sécurité garantie et la peur des premiers jours passés. Sam Conan, Thérèse Yoboué. San Pedro, second poumon économique de la Côte d'Ivoire, se remet de l'attaque terroriste du 13 mars. Les populations qui avaient déserté les plages ont renoué avec les activités de divertissement. Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur? Non, pas du tout, je pense pas. Pas du tout. Je pense qu'il faut être prudent, mais aussi prudent que sur la route où il n'y a pas de... A priori, pas de raison particulière. On est là, on est venu à la plage. Bon, constater qu'on n'a pas peur, hein. La vie continue. Les plages sont sécurisées. Les forces de défense et de sécurité, à travers des patrouilles mixtes, veillent au grain. Les autorités administratives ont sillonné les plages. Constat, la sécurité des populations est garantie. Bon, je suis à la plage, mes enfants, il n'y a rien à craindre. Tout le monde est là, on s'amuse, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Puis on n'a pas peur parce que il y a des gens aussi qui nous protègent. Les gérants d'espace se réjouissent des mesures de sécurité. Mon espace est ouvert à tout le monde. On est là, on s'amuse et il n'y a rien. Je demande à tout le monde de sortir, de s'amuser. Dans les commerces, dans les rues, la vie suit son cours normal. Les populations dans leur ensemble saluent les mesures de sécurité arrêtées par les autorités. Par ailleurs, il leur est demandé de ne pas se fier aux folles rumeurs et de dénoncer tout acte suspect. Au port autonome de San Pedro, la sécurité y a été relevée au niveau 2. Une mission du gouvernement japonais s'est rendue au palais présidentiel d'Abidjan. Le chef de l'État s'est entretenu avec la délégation venue signifier sa volonté d'intensifier la coopération avec la Côte d'Ivoire, notamment sur le plan économique. Mahamadou Traoré et Jérôme Kofi Aboulin. La coopération ivoiro-japonaise a encore de beaux jours devant elle. C'est ce qui ressort de l'entretien ce lundi entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon, Kihara Seiji. Ce dernier est venu traduire la volonté du gouvernement japonais de booster ses investissements en Côte d'Ivoire, notamment par sa participation active dans la mise en œuvre du PND, Plan national de développement 2016-2020. Nous voudrions continuer à coopérer avec votre pays qui a une politique très stable et une croissance économique aussi forte et stable. Nous avons entendu que dans le Plan national de développement 2016-2020, 60% de financement va être fourni par le secteur privé. Et donc, le Japon aussi peut contribuer à votre PND. Donc, le président était très heureux de savoir qu'on a l'intention d'augmenter l'investissement en Côte d'Ivoire. Donc nous voulons continuer de coopérer dans ce domaine économique aussi. D'un coût d'environ 30 000 milliards de francs CFA, le PND 2016-2020 vise à favoriser le développement économique et à réduire la pauvreté en Côte d'Ivoire.
Le Liban ne veut pas rester en marge de la solidarité internationale manifestée à la Côte d'Ivoire suite à l'attentat du 13 mars. Des parlementaires libanais se sont rendus au palais présidentiel pour exprimer au chef de l'État le réconfort du Liban. Jérôme Kofi Abola. Ils sont députés dans leur pays, le Liban. Mais ils séjournent en Côte d'Ivoire depuis un moment pour exprimer la solidarité de leur pays au peuple ivoirien et à son président après l'attaque terroriste perpétrée à Grand Bassam. C'est dans ce cadre qu'au sein d'une délégation, ils ont rencontré le président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi. Au chef de l'État, le porte-parole de la délégation des parlementaires libanais a dit que ce qui touche la Côte d'Ivoire touche aussi le Liban. Nous sommes venus pour apporter notre soutien à la Côte d'Ivoire et exprimer notre solidarité face à cet acte barbare qui s'est perpétré à Grand Bassam. La Côte d'Ivoire est liée au Liban à travers des liens d'amitié séculaires. La communauté libanaise qui vit à Abidjan se sent complètement intégrée et fait partie entièrement de ce tissu social ivoirien. Nous avons parlé avec le président, bien sûr, de ce fléau qui s'appelle le terrorisme sans frontières, qui frappe partout, y compris au Liban, puisque nous avons aussi eu des attentats terroristes. Et nous avons proposé qu'il y ait une collaboration très étroite entre les services de sécurité de nos deux pays afin de pouvoir combattre cette violence inouïe qui est en train de frapper le monde entier. Avant de rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara, les parlementaires libanais se sont déjà rendus dans certains hôpitaux à Abidjan. Ils y ont visité des Ivoiriens et Libanais blessés dans l'attaque pour leur apporter soutien et réconfort. Parlons économie, deuxième jour ce mardi de l'Africa CO Forum dans la capitale économique ivoirienne. Le chef de l'État a présidé hier la cérémonie officielle d'ouverture. Le forum a été maintenu aux dates initiales, les 21 et 22 mars, un symbole très fort après l'attaque de Grand Bassam. Jérôme Kofi Abola. Cérémonie d'ouverture marquée par plusieurs allocutions. D'abord, celle du président de Africa CO Forum, Amir Ben-Yamed, qui d'entrée a salué la volonté des investisseurs privés de maintenir la tenue du forum à Abidjan après l'attaque terroriste survenue à Grand Bassam. Il a ensuite évoqué un certain nombre de projets, notamment celui visant à la promotion de la place des femmes dans des entreprises appelées Women Business. Succédant au président de Africa CO Forum, le président de l'Abad, Akiwumi Adesina, a indiqué que l'économie africaine gagnerait à être diversifiée avec les secteurs comme l'agriculture, la santé, la formation professionnelle ainsi que l'énergie. Mais pour lui, cela ne peut se faire sans un partenariat public-privé. Une vision qui cadre bien avec celle du président de la République, Alassane Ouattara, qui veut un secteur privé fort pour le développement et l'emploi des jeunes. Il nous faut offrir à nos jeunes des emplois afin qu'ils participent activement au développement de notre continent. Il nous faut donc une croissance économique inclusive, forte et sur le long terme. Pour ce faire, nous sommes convaincus que c'est le secteur privé qui contribuera le plus à accélérer le développement économique de l'Afrique. C'est le secteur privé qui, tout en étant la principale source d'emploi, va stimuler l'innovation et le transfert des technologies. Notre vision est que seul un partenariat gagnant-gagnant à long terme entre le secteur privé et le secteur public permettra à nos économies de prospérer de façon pérenne. Et le président de la République, pour terminer, de rassurer les investisseurs que l'on peut compter sur le gouvernement ivoirien dans ses efforts en vue de la croissance économique. À noter que la 4e édition de Africa CO Forum se tient sur 2 jours, à compter de ce lundi 21 mars 2016, plus de 1000 participants y sont présents. Revenons sur ce qui marque l'actualité en ce jour. Double attentat à Bruxelles, 34 morts, 91 blessés. Les enquêtes sont en cours. Nous allons tenter de joindre au téléphone About Ogou, directeur financier de la radiodiffusion-télévision ivoirienne qui se trouve en ce moment à Bruxelles. Bonjour, monsieur Ogou. Oui, bonjour madame. Alors vous avez quitté l'aéroport de Bruxelles une vingtaine de minutes avant les explosions. On imagine la situation extrêmement tendue sur place. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments très difficiles?
Écoutez, nous sommes arrivés ce matin à Bruxelles aux environs de 5h40 heure locale. Le temps de récupérer les bagages. D'ailleurs, moi-même et 3 passagers qui sont montés à Ouaga, nos bagages sont arrivés avec beaucoup plus de retard parce que c'était égaré quelque part. Donc on a perdu encore une trentaine de minutes à attendre les bagages, juste quand on les a récupérés. Les enfants étaient là, ils sont venus me chercher. Donc du côté où vraiment la centrale, les attaques se sont produites. Et nous sommes partis de là. Pendant qu'on partait, on a attendu une grande déflagration. Bon, mais je n'ai pas fait attention, les enfants n'ont pas fait attention, on a continué. On a commencé à s'inquiéter quand on a vu que les pompiers venaient en France inverse, donc ils allaient vers l'aéroport. Puis ils m'ont déposé dans l'appartement, ils sont partis à leurs occupations habituelles. Puis les minutes qui ont suivi, toutes les radios et télévisions de l'Europe ont annoncé effectivement qu'il y avait des attaques à Bruxelles nationale. Aujourd'hui, là, il est calme pour ceux qui connaissent Bruxelles. Côté la Commission européenne ou il y a le Conseil européen, vraiment à la place de Schuman, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de tram. Toute la ville est complètement calme. La ville est complètement calme. Merci, M. Ogou. La liaison téléphonique est assez difficile. On imagine que la situation est très tendue sur place. 34 morts, 91 blessés, des enquêtes en cours, les perquisitions aussi en cours. Il est demandé aux populations sur place de limiter, voire d'éviter les déplacements. Merci, M. Ogou, en direct de Bruxelles au téléphone. Ici, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire prend la tête de l'Association des producteurs de pétrole africains, APA, un important challenge dans un contexte mondial de crise pétrolière. La 33e session ordinaire du Conseil des ministres des pays membres de l'APA s'est tenue du 15 au 17 mars. Christelle Menin. La Côte d'Ivoire, présidente de l'Association des producteurs de pétrole africains depuis ce 15 mars à Abuja au Nigeria. C'est le choix des 18 pays membres de l'association, tous producteurs de pétrole et tous confrontés à la baisse du prix de l'or noir et aux nombreux challenges de l'industrie des hydrocarbures. L'Afrique abrite le tiers des réserves mondiales de pétrole et elles ne sont exploitées qu'à hauteur de 12%. Pendant l'exercice 2016-2017, la Côte d'Ivoire a donc pour mission principale de rendre l'association plus performante et plus visible sur l'échiquier international. La Côte d'Ivoire doit relever le défi de l'adaptation de notre organisation aux changements nouveaux et surtout de faire en sorte que notre organisation soit une organisation de coopération, de cohésion. En marge de cette 33e session, le congrès Afrique Pétrole et Exposition a été l'occasion pour la Côte d'Ivoire de découvrir les nouvelles innovations technologiques du secteur et les dernières prospections en termes de fusion et d'acquisition. Notre présence à Abuja nous a permis d'assister à 2 rencontres importantes. D'abord à celle du congrès africain du pétrole et des exhibitions qui nous a permis, nous, Ivoiriens, de parler à tous les grands groupes pétroliers pour accélérer la recherche et l'exploration pétrolière dans le bassin sédimentaire ivoirien. La Côte d'Ivoire, comme l'ensemble des pays africains producteurs de pétrole, subit la chute des recettes du pétrole. Une des priorités consiste donc au maintien de la stabilité des prix, ce qui impliquerait une réévaluation des niveaux et des coûts de production et une mise à jour constante des techniques d'exploration. Tout ceci guidé par une stratégie pétrolière panafricaine concertée dans le cadre notamment de l'Association des pays producteurs de pétrole. Demain, mercredi, les concours d'entrée à la fonction publique s'ouvrent en Côte d'Ivoire. Des innovations sont annoncées cette année. Toutes les précisions ont eu lieu lors d'une conférence de presse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC, initie une série de formations à l'endroit des agents des mairies. Il est question de mettre fin à la lenteur dans la délivrance des documents administratifs. Le reportage de Soro Corona, commenté par Kwadio Kwame. Mauvais accueil, lenteur et dysfonctionnement des différents services des communes du pays. Ce sont là
Quelques griefs formulés par les usagers des mairies. Pour la satisfaction des populations, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, a initié des formations au bénéfice des maires et chefs de service. Ces formations organisées dans 12 districts du pays visent à procurer aux participants les outils et méthodes nécessaires pour une meilleure gestion de leurs activités par la qualité du service. Les communes des régions du Béquin et du Yambol viennent de bénéficier de ces nouvelles connaissances. Les usagers de ces communes se plaignent de nos communes, notamment le mauvais accueil, la lenteur dans la délivrance des actes administratifs et souvent le dysfonctionnement des services entre eux et qui ont des impacts négatifs sur la célérité des prestations que les communes offrent à nos usagers. Par ces sessions de formation, l'UVICOSI veut rechercher les axes de changement nécessaires à mettre en œuvre pour obtenir un service de qualité et gérer ce changement. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a été créée le 6 juillet 1983 et regroupe 197 communes du pays. Fin du séjour en Côte d'Ivoire du président de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA. Il a été reçu par le président ivoirien. Il a également rencontré le ministre en charge de la promotion de la jeunesse. Ils ont échangé sur les préoccupations des jeunes ivoiriens, notamment la question de l'emploi. Franck Quadio. 30 minutes. C'est le temps des échanges entre Hadjibou Soumaré et Sidi Touré. Un temps qui aura permis au président de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de réitérer le soutien de son institution à la politique gouvernementale ivoirienne pour l'emploi des jeunes. C'est au-delà du peuple ivoirien, c'est la jeunesse qui est interpellée aujourd'hui, qui doit faire corps autour du chef de l'État, autour du président de la République, pour relever ces défis et montrer que la Côte d'Ivoire, bien qu'attaquée, est toujours debout. Et ça, c'est la jeunesse qui doit porter ce message. L'emploi des jeunes, une préoccupation majeure pour le gouvernement depuis 2012, et les mots du président de l'UEMOA sont un soutien de taille que le ministre en charge de la jeunesse tient à saluer. Nous sommes vraiment très honorés et j'aimerais en profiter pour dire merci à M. le Président qui nous a fait bénéficier de son expérience en matière d'emploi et surtout qui nous a reconforté dans la démarche et nous assuré de son soutien pour les prochaines semaines au bénéfice de toute la jeunesse ivoirienne. Cet échange a aussi été l'occasion pour les deux personnalités de passer en revue l'actualité en Côte d'Ivoire. À ce propos, Hadjibou Soumaré a exprimé sa compassion à la douleur de la jeunesse ivoirienne après les attentats de Grand Bassam le 13 mars dernier. Le centre de santé de Gbangbossou à Didiévi vient de recevoir une ambulance. Un don du conseil Café Cacao pour permettre l'évacuation rapide des malades de ce village vers les établissements sanitaires de référence. Franck Quadio. Construit dans le cadre des projets phares et inauguré en 1983, le centre de santé de Gbangbossou est équipé d'une ambulance. Avant l'obtention de cette ambulance, on évacuait les dames avec le tricycle vers Boaké pour une meilleure prise en charge. La population de l'espace communautaire Ngbankassé et les villages rattachés est estimée à plus de 7 973 habitants. Le bon fonctionnement du COGES et le dynamisme des agents de santé achèvent de convaincre que ce don sera utile pour le bonheur des populations. Ils sont un peu défavorisés du fait du matériel un peu vieillissant. On produit de bons résultats. Les COGES qui sont des indicateurs de gouvernance fonctionnent. Nous venons d'éminer par exemple les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Ils ont eu une bonne couverture à 96%. Reconnaissance et gratitude de tout le Ngbankassé aux donateurs par les différents porte-paroles Ngoran Kwasi et Kofi André pour ce geste empreinte de générosité en faveur du développement de cette localité. Sans omettre le manque d'électrification, la clôture et les latrines du centre. Santou Dominique, secrétaire général de préfecture de Didiévi, a enfin exhorté tout le Ngbankassé à fréquenter ce centre de santé pour les diagnostics précoces et surtout pour éviter les complications si nécessaires. Un mot d'environnement avec la gestion du parc national de Taï.
l'Office ivoirien des parcs et réserves tient la première session du comité de gestion du parc pour l'exercice 2016. Le plan d'opération et le budget de cette année ont été présentés. Doigt de laser. Cette rencontre entre les autorités administratives de Bio et les gestionnaires du parc de Taï a pour objectif de présenter le plan d'opération et le budget 2016 alloué au comité local en charge de la gestion de ce parc. Le plan définit entre autres les détails de la planification des activités, les perspectives et le développement local. Les populations ont été invitées pour l'occasion à préserver le potentiel de reconstitution de la ressource halieutique du plan d'eau de Bio et garantir sa pérennité. Le représentant du directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, le colonel François Dié Ngouran, a salué l'engagement de tous les acteurs pour la bonne gestion du parc de Taï. Il a aussi traduit sa reconnaissance au corps préfectoral pour son appui constant au comité local de gestion. Le comité local de gestion du parc de Taï a été également encouragé à œuvrer davantage pour mener à bien les activités de la session 2016. L'état d'avancement du processus d'élaboration de la Convention pour la gestion durable des ressources naturelles du lac de Bio a fait partie des sujets abordés. Lancement officiel du processus d'élaboration du plan stratégique de développement de la ville de Ouagayo, zone ouest de la Côte d'Ivoire. Le maire et le Bureau national d'études techniques et développement BNET ont présenté le projet. Honorine Anigori. Le plan stratégique de développement et le plan d'urbanisme directeur de Ouagayo, ces deux outils essentiels pour faire un développement local efficient dans un cadre moderne vont permettre, selon les élaborateurs, à l'équipe municipale en place et celle à venir de planifier désormais efficacement la vie socio-économique de la commune de Ouagayo et d'y puiser pour répondre aux besoins des populations. Les personnalités administratives politiques, dont le ministre des Eaux et Forêts, Louis-André Dakouri-Tablé, fils de la région, parrain de la cérémonie, et le président du conseil d'administration du BNET, Jean-Claude Kouassi, ont participé à cette cérémonie qui a connu une forte mobilisation. Après les civilités, la municipalité de Ouagayo, avec à sa tête le maire Pierre Dakouri-Tablé, a exprimé sa joie et sa fierté de doter sa commune d'un plan stratégique de développement et d'un plan d'urbanisme directeur pour mettre de l'ordre dans la gouvernance municipale. Quant au parrain de la cérémonie, le ministre Louis-André Dakouri-Tablé, il a félicité l'équipe municipale pour cette action d'envergure et exhorté la population locale au travail afin de donner un sens au plan stratégique de développement et au plan d'urbanisme directeur. Vous avez décidé de faire plus en mettant en place un plan stratégique de développement. Vous appliquez ainsi les recommandations de la norme internationale. Le directeur du département aménagement urbain et développement local du BNET, Dr Apesika Kwame, dont le service est chargé d'élaborer ces deux plans, a présenté en plénière les caractéristiques de ces deux outils de développement, puis situé les populations bénéficiaires sur leur importance. Au Bénin, la passation de pouvoir est prévue ce 6 avril entre le chef de l'État sortant et le nouvel élu Patrice Talon. Le candidat malheureux Lionel Zinsou l'a même déjà félicité. On écoute les deux hommes au micro de notre envoyé spécial au Bénin, Gabriel Zani. Le peuple a exprimé par les résultats une volonté très claire. J'ai exprimé cette nuit, très rapidement, mes félicitations à Patrice Talon qui a remporté cette élection présidentielle. Je l'ai félicité pour sa campagne, pour ses projets et je lui ai souhaité bonne chance. Je lui ai indiqué aussi que, en tant que Premier ministre, j'étais à la disposition de son équipe de transition et de lui-même s'il souhaitait, pour aller plus vite dans les dossiers, recevoir toutes les informations dont il a besoin. Monsieur Zinsou est un grand homme et d'un fair-play admirable. Il a aussi un état-major qui
reçoit les chiffres du terrain, comme nous-mêmes, et il a constaté que les chiffres de la Sénat sont conformes à ce qu'ils ont reçu. C'est à son honneur de déclarer tout de suite qu'il reconnaissait ma victoire. Il m'a appelé dans la nuit d'hier à ce matin, ce que j'ai beaucoup apprécié, et je l'en félicite. Cela montre bien que notre démocratie est en bonne marche. D'ailleurs, quand on voit la sérénité, l'ambiance qui a régné pendant toute cette phase, on peut se réjouir de la qualité des candidats, de la qualité de notre électorat, de la qualité de nos institutions. C'est l'occasion pour moi de féliciter le peuple béninois tout entier, l'ensemble des électeurs, tous les candidats, ainsi que les institutions ayant participé d'une manière ou d'une autre au déroulement de cette élection. Voilà, ces images venant du Bénin mettent fin à ce 13h. Merci d'être avec nous. Très bel après-midi sur RTI 1.